19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 5 juin 2024. Justement, dans la nuit du 4 au 5 juin 2024, dans le cadre de l'acheminement des pèlerins nigériens à El attribué par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho, la compagnie Niger Airlines a enregistré au total 18 vols depuis le début de ce processus. À ce 18e vol, le dernier était présent les responsables du Koho et c'est des agences de pèlerinage. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Il était 1h passée lorsque l'avion de la compagnie affrété par Niger Airlines entama son processus de décollage à l'aéroport international de Niamey. Ainsi, ils sont au total 351 pèlerins concernés par ces énièmes vols, dits aussi vols réguliers supplémentaires. Nous avons promis, il vous souviendrez, le 22 mai dernier, lors du premier vol inaugural, nous avons promis, Inch'Allah, au plus tard le 31 mai, nous allons transporter tous les pèlerins inscrits sur les vols charter. Et son Excellence, Monsieur le Commissaire, vient de vous le confirmer. On a fini le 31 mai les 16 vols charter. Là, maintenant, ce sont nos compatriotes qui nous ont sollicités pour des vols supplémentaires. Et nous sommes en train de le faire depuis le 1er juin. Nous sommes en train de les transporter parce que l'objectif étant de plus haute autorité de ce pays de ne laisser aucun pèlerin sur le carreau. Et nous sommes en train de les transporter depuis le 1er juin en vol direct sur Médine. Parce que nous opérons que des vols directs. Au lieu que nos compatriotes aillent faire le tour du monde avant d'atteindre la Terre Sainte, nous on opère des vols directs. Et beaucoup qui étaient inscrits sur les vols réguliers ont finalement décidé de revenir vers nous pour les amener en vol direct. Cela leur permettait de gagner du temps et de l'énergie. Chose promise, chose due, et sans tambour ni trompette, voilà comment Niger Airlines a assuré le processus d'acheminement des pèlerins. De quoi satisfaire le premier responsable du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho. Ce dernier n'a pas manqué d'inviter les pèlerins à porter le pays dans leurs prières. Depuis le 16e vol, en réalité, nous avons eu par la grâce d'Allah, nous avons pu par la grâce d'Allah achever les vols charter. Mais Allah voudra, et son plan est parfait, que nous ayons encore et encore des frères et sœurs candidats pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Et il se passe que par la grâce d'Allah, encore et encore, Niger Airlines, nos compatriotes et leurs partenaires Fly Adil sont encore là à côté, sont encore à nos côtés pour nous accompagner, pour nous aider à acheminer nos pèlerins au lieu saint de l'islam, qu'Allah soit loué et qu'il le soit en toutes circonstances. Chers frères et sœurs pèlerins du Niger, en ce moment, en train d'embarquer, et pour celles et ceux déjà à la Mecque et à Médine, et pour celles et ceux qui attendent ici à Niamey pour fermer la marche, n'oubliez pas que c'est sur 1,5 milliard de fidèles de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que vous avez été choisis. Sur 29 millions de Nigériens environ, ambassadeurs de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à partir de notre cher pays, le Niger. Alors, n'oubliez pas ceux que vous avez laissés derrière vous. Vos familles, c'est tout à fait normal. Vos parents, cela va de soi. Vos voisins, vos connaissances. N'oubliez pas notre cher pays, le Niger. N'oubliez pas ses dirigeants. N'oubliez pas le peuple du Niger dans son entièreté. Ainsi, depuis le vol inaugural parti le 22 mai dernier jusqu'à celui-ci, c'est pas moins de 6441 pèlerins acheminés en terre sainte de l'islam par les soins de la compagnie Niger Airlines à travers bien sûr un total de 18 vols dont 16 charters de réguliers.
Les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA poursuivent leur campagne de sensibilisation en milieu scolaire dénommée Zéro violence à l'école. Ce matin, c'est au CGNF Rive Droite que ces femmes engagées et leurs partenaires ont procédé à cet exercice qui consiste à bannir toute forme de violence en milieu scolaire. Nafissatou Yahya Chebou Gisso. Après le CEG Gamkale et le CEG Bagdad, c'est autour du CEG Rive Droite de Niamey d'accueillir les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA dans le cadre de la campagne de sensibilisation en milieu scolaire dénommée Zéro violence à l'école. Initiée par ces 20 femmes, cette rencontre est un cadre du donner et du recevoir. Nous avons constaté qu'il y a plus de violence à l'école. Ça devient de plus en plus récurrent. C'est pour ça qu'on a initié ce programme de campagne de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire. C'est vrai, nous avons commencé avec le CES Gamkale, CES Bagdad. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du CG9. C'est pour nous une phase pilote pour pouvoir sensibiliser les élèves, les enseignants, les parents d'élèves sur la violence en milieu scolaire. Les élèves viennent à l'école pour apprendre, non pas pour des scènes de violence ou pour la prise de stupéfiants. Parce qu'aujourd'hui, c'est la conséquence, la prise de stupéfiants est la conséquence de tout ce que les enfants subissent à l'école. Il y a des enfants tellement ils sont harcelés, surtout les filles. Elles n'ont même pas envie de venir à l'école. Nous avons eu des témoignages. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faudrait que tous les acteurs au niveau de l'éducation se mettent la main dans la main ensemble pour pouvoir venir à bout de ce fléau. Dans ce élan patriotique noble, les femmes engagées peuvent compter sur la participation de plusieurs structures et acteurs, notamment éducatifs. Nous avons une motion de félicitations pour ces femmes-là, parce que la question de la violence en milieu scolaire, nous, en tant qu'acteurs du système éducatif nigérien, nous vivons ces violences-là plus que même ces femmes engagées-là. Donc le fait de penser à aborder ce thème-là, je pense qu'elle mérite une motion de félicitations. Et effectivement, quand on parle de violence en milieu scolaire, les gens qui ne sont pas dans le système éducatif pensent directement aux deux acteurs principaux de l'éducation, c'est-à-dire les élèves et les enseignants. Mais nous qui sommes dans le système éducatif, nous voyons plus large que ça, parce que 90%, je peux dire, des violences qui sont enregistrées dans nos établissements scolaires ne viennent pas des acteurs principaux que sont les enseignants et les élèves. Nous avons des outsiders qui viennent troubler la quiétude dans les établissements. C'est pourquoi la pérennisation de cette campagne de sensibilisation s'avère nécessaire. Pour pérenniser l'initiative, nous avons dans chaque établissement, nous allons mettre un petit comité qui continue la sensibilisation. Le comité sera composé des élèves, des enseignants et des parents d'élèves. Et là, les élèves entre eux, ils vont continuer la sensibilisation et utiliser aussi les canaux comme les WhatsApp et autres pour continuer. Il y a même une campagne digitale qui va juste commencer après cette campagne physique de proximité. Il y a la campagne digitale où c'est des jeunes qui vont parler à leurs camarades à travers les réseaux sociaux qu'ils utilisent le plus. Rappelons que pour cette phase pilote de la campagne de sensibilisation Zéro violence à l'école, les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA ont été accompagnées par la haute autorité à la consolidation de la paix. Elles n'entendent pas rester en si bon chemin, c'est pourquoi elles envisagent de l'étendre à l'intérieur du pays. Avec l'approche de la saison pluvieuse, la direction de la météorologie nationale a émis des avertissements concernant l'augmentation potentielle de la poussière atmosphérique. Ils ont de ce fait évoqué plusieurs aspects comme les prévisions saisonnières. Pour plus d'informations, suivez ce reportage de Sekina Toussadou et Boubacar Souley. La saison de pluie 2024 s'annonce au Niger avec les premières précipitations qui ont été enregistrées dans plusieurs localités. Des précipitations souvent accompagnées des poussières sur l'ensemble du pays.
Une situation qui trouve toute son explication météorologique. Ces derniers temps, on observe une récurrence de poussière en suspension, surtout sur l'Aïr, les régions du fleuve et un peu le nord de la région de Zinder et d'Ifa. Et cette poussière en suspension est due au fait qu'il y a un renforcement des vents en surface. Déjà, on remarque avec la position du fait qu'il y a une poussée de mousson sur le pays. Et compte tenu du fait que le sol est sec, donc ce renforcement-là, c'est ça qui occasionne et qui cause surtout le soulèvement de poussière sur les différentes zones du pays. Pour le début de la saison, comme on a eu à le présenter lors de la restitution des prévisions saisonnières en mai, il a été prévu un démarrage tardif sur la bande agro-pastorale du Niger. Et chose qu'on observe, excepté la région de Difa et un peu la partie est de la région de Zinder. Donc sur le reste de la bande agro-pastorale, donc y compris les régions du fleuve, c'est un démarrage de la saison de pluie tardif à tendance normale qui est prévu sur ces zones. Donc c'est ces choses qu'on observe. Certes, il y a quelques formations orageuses, mais on ne va pas à dire que la saison a vraiment démarré sur les régions du fleuve. Ça reste parce que pour dire que la saison a démarré, il faut un certain cumul observé et sans pause pluviométrique. Par exemple, on peut dire que c'est 20 mm qu'il faut sur une station et sans pause pluviométrique de plus de 5 voire 10 jours, chose qu'on n'a pas commencé à observer déjà sur les régions du fleuve. Donc en gros, pour résumer, la saison n'a pas complètement démarré sur les régions du fleuve. Néanmoins, pour les jours à venir, il est prévu quelques formations orageuses localisées qui pourraient être accompagnées de pluie sur la bande agro-pastorale du Niger. Pour éviter les désagréments liés à cette situation météorologique, les services de la météorologie nationale conseillent la population en ces termes. De vraiment réhabiliter d'abord les maisons pour éviter les éventuels dégâts avec les fortes pluies. De mettre à l'abri les animaux, arranger vraiment leur abri, protéger les enfants et les personnes âgées. Et surtout avec cette transition, la poussière, on observe que de plus en plus les gens sont enrhumés, donc il faut vraiment protéger les personnes souffrant de maladies respiratoires avec la persistance de cette poussière en suspension. Selon les prévisions de la météorologie nationale, cette année la saison des pluies sera bonne et des vents poussiéreux seront enregistrés. C'est pourquoi il est recommandé aux populations nigériennes de se préparer à toute éventualité. Le Congo déclare forfait contre le Niger à la veille du match dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe 2026. Cette décision de la RDC à travers son ministre des Sports n'a pas empêché le MENA de continuer à se préparer pour la rencontre, comme en attestent Isaka et Balé, respectivement chef de la délégation et capitaine de l'équipe. J'avoue que j'ai appris l'information au même moment que vous, sur les réseaux sociaux. On a vu ça sur les réseaux sociaux, que le Congo signait finalement forfait. Mais nous, tout de suite, j'avais réuni l'ensemble de la délégation pour leur dire, parce que je suis sûr que même les jeunes ont dû apprendre ça sur les réseaux sociaux, pour leur dire attention, nous on reste concentrés par rapport à la mission pour laquelle nous sommes là. Tant qu'on n'a pas une note officielle de la FIFA ou de la CAF, nous on considère que le match aura bel et bien lieu le 6 à 17h ici à Kinshasa, comme l'a prévu la FIFA. Maintenant, donc on va rester, je vous ai dit de rester concentré jusqu'au jour du match. Tant qu'on n'a pas de notification officielle, nous on considère que le match tient lieu. Donc les programmes d'entraînement sont maintenus. On a demandé aux jeunes de rester vraiment très concentrés, de se mettre en tête qu'il y a le match.
jusqu'à ce qu'on ait une notification officielle qui dira le contraire. On est venu pour jouer un match. Tout ce qui se passe en dehors du terrain, nous, ça ne nous concerne pas. Comme on est tous des compétiteurs, on aimerait bien jouer et gagner sur le terrain. Mais s'ils ne viennent pas aussi, tant mieux. Mais on a juste tenu un langage pour se dire de rester concentré, parce qu'ils sont peut-être habitués à ça. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, je crois, 2014, le MENA a été victime de ça là-bas à Brazzaville, où la veille du match, pratiquement tout le monde se disait qu'il n'y avait pas le match. Mais le lendemain, le match a été joué. Donc, nous, on reste concentrés. Ils sont à 5 minutes. S'ils viennent, ok, on joue le match. S'ils ne viennent pas aussi, tant mieux. Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique juridique, elle se penche cette semaine sur le thème droit international humanitaire dans un contexte de guerre contre les groupes terroristes. C'est un thème développé par Emmanuel Alfred, juriste et également président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Le droit international humanitaire, c'est un droit qui peut être défini sous plusieurs angles. En fait, ça dépend des écoles, ou je dirais ça dépend des milieux auxquels vous appartenez. Si vous prenez par exemple les universitaires ou les doctrinaires, dans ce milieu, on va définir le droit international humanitaire comme un ensemble de règles qui a pour objet de protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au conflit armé, et qui a également pour objet de limiter le choix et les moyens et méthodes de guerre. Voilà, dans ce milieu, la définition qu'on peut donner au droit international humanitaire. Un ensemble de règles ayant pour objectif de protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus. C'est deux choses qu'il faut voir. Il y a une nuance à ce niveau. C'est-à-dire, c'était des gens qui, avant, participaient au conflit et maintenant qui ont cessé de participer au conflit. Donc, les deux composantes sont protégées par le droit international humanitaire. Et deuxièmement, c'est un droit qui vise également à limiter le choix et les moyens de guerre. C'est-à-dire, quand, dans le cadre de la conduite d'hostilité, les parties utilisent toutes les armes, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une certaine réglementation ou une certaine restriction quant au choix des moyens de guerre, quant au choix des méthodes de guerre. Tel est l'objectif du droit international humanitaire. C'est-à-dire aujourd'hui, on a plusieurs instruments juridiques internationaux qui réglementent l'utilisation des armes. Par exemple, les armes à sous-munitions, les armes laser, les armes atomiques, etc. Ce sont des armes qui sont fortement réglementées dans le cadre de la conduite d'hostilité. C'est-à-dire que les belligérants n'ont pas le libre choix d'utiliser les moyens ou les armes de guerre qu'ils veulent, qui sont à leur disposition. Si vous suivez un peu la scène internationale, vous allez constater que aujourd'hui, il y a plusieurs enquêtes qui sont menées dès qu'on soupçonne qu'il y a, par exemple, l'utilisation des armes bactériologiques, ou bien quand il y a l'utilisation des armes chimiques, par exemple. Vous allez voir que les institutions de défense des droits de l'homme vont commencer à monter au créneau pour dénoncer cet état de fait. Cela veut dire tout simplement, ou cela est la conséquence du fait que le DIH, de par sa définition, interdit ou limite, si vous voulez, le choix des moyens et méthodes de guerre. J'allais en venir sur la deuxième école, puisque là je vous ai présenté la première école qui définit le DIH comme je l'ai dit tantôt. Donc la deuxième école, elle parlera plutôt du droit des conflits armés. Et cette école, c'est surtout dans les milieux des forces de défense et de sécurité. Là, dans ce milieu, on va vous définir le droit international humanitaire, tout simplement comme le droit qui régit les conflits armés. Le droit international humanitaire est intervenu pour réglementer la guerre. À défaut d'interdire la guerre, on ne peut que la réglementer. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez sur la scène internationale, tout ce qui se passe, aujourd'hui, il est très difficile. Au niveau international, on n'arrive pas à imposer un certain comportement aux États qui sont des entités souveraines. Vous voyez. Donc, les États se font la guerre. Aujourd'hui, sur la scène internationale, on a plusieurs conflits. Il est difficile de contrôler tout cela. Il est difficile d'interdire à un État de faire la guerre. Mais par contre, devant cette incapacité d'interdire
aux États de faire la guerre, le droit international humanitaire tire les conséquences pour dire, ben, du fait que je ne peux pas interdire la guerre ou je suis incapable d'interdire la guerre, je peux par contre réglementer la guerre. Je peux imposer des règles dans la conduite de la guerre. Je peux dire qui on doit toucher dans le cadre d'une guerre, qui on ne doit pas toucher. Par exemple, quand vous prenez les populations civiles sont protégées par le droit international humanitaire. Ce sont des parties qui n'ont rien à voir avec le conflit, qui ne participent pas à la guerre. Donc par conséquent, elles doivent être à l'abri des effets néfastes de la guerre. Elles ne doivent pas être prises pour cible. Telle est la vocation du droit international humanitaire. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'application ou le respect du droit international humanitaire conduit à donner un visage humain à la guerre. Ça conduit à limiter les effets néfastes de la guerre. Quand je vous prends par exemple le principe de précaution, le principe de précaution en droit international humanitaire veut dire que avant de mener une attaque, on prend toutes les dispositions nécessaires pour identifier ou bien pour limiter les effets des conflits sur les populations civiles, pour distinguer les combattants des non-combattants, pour faire en sorte que le conflit ne touche pas les civils. Vous voyez? Donc en respectant par exemple un tel principe, cela veut dire qu'on humanise la guerre. Cela veut dire qu'on protège les populations civiles, on limite les effets ou les conséquences de la guerre. Concrètement, respecter le DIH conduit tout simplement à protéger les civils, à protéger les personnes vulnérables dans le cadre de la conduite des hostilités. Je voudrais peut-être rappeler l'arsenal juridique qui encadre le droit international humanitaire. Les textes principaux, il y en a plusieurs, mais ici je m'arrête sur les textes principaux. Vous avez les 4 conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels. Vous avez là 3 protocoles. Il y a 2 de 1977 et un autre de 2005. Alors, ces textes protègent, si vous voulez, ou bien sont organisés de la sorte. La première convention réglemente la conduite des hostilités sur terre, c'est-à-dire tous les combats qui se mènent en campagne sur la terre, est régie par cette première convention de Genève du 12 août 1949. La deuxième convention régit les combats sur mer. Aujourd'hui, quand vous allez dans les pays où on a la mer, il y a des combats qui se mènent sur la mer. Okay, vous avez une armée maritime qui est là, qui surveille, qui fait la guerre là-bas. Donc, vous avez la troisième convention qui protège les prisonniers de guerre. Parce que vous savez, dans la conduite des hostilités, il y a des combattants qui sont capturés et qui sont faits prisonniers. Donc, dans ce cas également, il y a un certain nombre de droits qui est accordé à ces prisonniers de guerre. Et enfin, vous avez la 4e convention qui protège les populations civiles. Parce que vous avez, parmi les populations civiles, vous avez les femmes, vous avez les enfants qui sont considérés comme des couches vulnérables. C'est autant de personnes qu'il faut protéger. Vous avez les déplacés internes qui sont déplacés à cause des effets des conflits. Donc, toutes ces personnes sont protégées par le droit international humanitaire à travers les conventions que je viens de rappeler. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs conventions. Mais ici, je m'arrête sur les conventions que nous connaissons surtout et qui sont les plus utilisées. Vous voyez que le respect du droit international humanitaire est important pour protéger surtout la vie et la dignité des personnes qui n'ont rien à voir avec le conflit. Et dans le cadre également de la conduite des hostilités, les belligérants sont les différentes parties qui interviennent dans le cadre du conflit. Ils ont des obligations vis-à-vis du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire impose les règles que doivent suivre les belligérants pour pouvoir faire la guerre. Et c'est ce travail que le Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire s'évertue à faire depuis 2014 afin de sensibiliser les belligérants, afin de sensibiliser les populations civiles sur leurs droits, afin de sensibiliser les acteurs sur leurs obligations quant au respect du droit international humanitaire. Voilà un peu schématiquement ce que je peux vous dire sur la discipline du droit international humanitaire. Maintenant, il faut le dire également que la violation du droit international humanitaire appelle des sanctions. Quand vous commettez par exemple des crimes de guerre, la Cour pénale internationale a reçu compétence afin de poursuivre les auteurs de violations du droit international humanitaire à travers le statut de Rome. Nos États également ont la compétence à travers leur juridiction nationale de poursuivre également les auteurs des violations des règles du droit international humanitaire. Donc vous voyez, la compétence ici elle est double. La Cour pénale internationale, sur la base du statut de Rome, peut poursuivre les auteurs des violations
ou qui ont commis des crimes de guerre, tout comme nos États également peuvent poursuivre ces différents auteurs. Maintenant, peut-être les gens entendent parler des conflits. Donc, je voulais ici tout simplement rappeler que nous avons deux catégories majeures de conflits armés. Vous avez ce qu'on appelle les conflits armés internationaux, qui sont des conflits qui opposent l'armée d'un État face à celle d'un autre État. Par exemple, vous avez l'armée d'un État A qui fait la guerre à l'armée d'un État B. Vous êtes dans ce cas en présence d'un conflit armé international. Maintenant, vous pouvez avoir aussi d'autres situations dans lesquelles le peuple lutte au nom de leur droit à l'autodétermination. Ces genres de conflits qui opposent ces peuples à l'État sont considérés également par le droit international humanitaire comme un conflit armé international. Maintenant, à côté de ce conflit armé international, vous avez également une autre composante qu'on appelle les conflits armés non internationaux. Les conflits armés non internationaux, ce sont les conflits qui opposent l'armée d'un État face à des groupes armés non étatiques organisés sur le territoire de l'État en question. C'est-à-dire que vous prenez un État A et que dans cet État A, l'armée régulière de cet État est en guerre face à un groupe armé non étatique cette fois-ci, un groupe qui n'est pas de l'État et qui est en guerre contre l'État. Donc là, vous êtes en face d'un conflit armé non international. Donc voilà les deux types de conflits que nous avons. Maintenant, en face de ces deux types de conflits, vous avez ce qu'on appelle les TTI, c'est-à-dire les troubles et tensions internes. Les troubles et tensions internes, ce sont, si vous voulez, ces genres de situations dans lesquelles vous avez des émeutes, dans lesquelles vous avez quelques manifestations sporadiques, des actes de violence, où par exemple les gens s'attaquent aux biens privés ou bien aux biens publics, des choses comme ça. Par exemple, des manifestations des civils. Donc, cela est appelé troubles et tensions internes. Maintenant, les troubles et tensions internes n'ont pas atteint le seuil de gravité de violence qui puisse les permettre de les considérer comme des conflits armés. Donc dans ce cas, si ce seuil, en fait, le seuil d'intensité de la violence n'est pas élevé, donc là on dira que tout simplement il s'agit des actes de violence, il s'agit d'un trouble à l'ordre public, il s'agit tout simplement des troubles et tensions internes. Maintenant, en face de ces troubles et tensions internes, ici, ce n'est pas le droit international qui s'applique, ce ne sont pas les conventions de Genève qui s'appliquent, mais plutôt le droit interne de l'État. Cela veut dire que, par exemple, quand dans une manifestation, vous cassez des véhicules privés, cela veut dire que le procureur de la République est compétent pour vous poursuivre. Parce que tout simplement, dans le code pénal, vous avez, si vous voulez, porter atteinte aux biens privés. Et cela est réprimé par le code pénal. Donc, atteinte aux biens d'autrui. Donc, ou bien atteinte à la propriété privée. Donc, c'est autant de choses que le droit national réglemente. Donc, vous voyez là, de l'autre côté, les conflits armés nationaux ou internationaux sont régis par les conventions de Genève. Et ici, les troubles et tensions internes sont régis par le droit national de l'État en question, notamment le code pénal.